Alors, moi, je voudrais peut-être revenir, parce que vous avez évoqué à plusieurs reprises la notion de réparation. C'est aussi quelque chose qu'on a entendu de la part des victimes dans le cadre de ces auditions. Euh, je vous avoue qu'on est en réflexion aussi là-dessus, sur ce que pourrait être la réparation. Nous, on a vu bon, des victimes qui ont eu beaucoup de mal, et d'ailleurs pour certaines d'entre elles qui ne se sont toujours pas reconstruites, qui ont trouvé peu d'accompagnement et de soutien de la part de leur mouvement sportif ou de leur fédération ou de leur club, et qui ont eu de grandes difficultés à avoir une aide de l'ordre psychologique parfois aussi pour pouvoir se reconstruire et finalement aller de l'avant. Donc peut-être revenir sur cette notion de réparation et comment est-ce qu'elle prendrait forme finalement pour ces victimes. Là, je pense que en la matière, et sans vouloir à nouveau ramener sur la table les propositions de la commission que j'ai présidée, il faut faire du neuf. Il faut créer quelque chose, ex nihilo. Hein. Il n'y a rien sur les étagères. Moi, je pense que la première chose dont les victimes ont besoin, c'est d'être reconnues comme victimes. Hein. Et il m'est arrivé dans les nombreuses auditions que j'ai faites et dont je ne me suis pas complètement remis. Hein. Il m'est arrivé de poser, on faisait toujours les auditions en binôme, un homme, une femme, et de poser à la fin bon, la question, voilà, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Et notamment, qu'est-ce que vous attendez aussi de la commission qui vous a entendu? Et il y a eu des réponses très touchantes, très bouleversantes. Ce que j'attendais, et je croyais que c'était inaccessible, c'était de pouvoir parler, d'être entendu et d'être visiblement cru. Et ça, vous me l'avez donné. Vous nous l'avez donné. Bon, c'est des auditions, ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Il faut prendre le temps, il faut un minimum d'empathie quand même. C'est pas même quand on a fait l'école nationale d'administration, on peut être capable de ce mouvement d'empathie. Enfin, ça, c'est la reconnaissance. Mais cette reconnaissance, au-delà des auditions que nous avons faites, elle est aujourd'hui en cours de déploiement par les 2 commissions indépendantes qui ont été mises en place par l'Église catholique, l'INIR, l'Institution nationale indépendante de reconnaissance et de réparation pour les violences sexuelles commises par des prêtres diocésains, et la commission, la CRR, la commission de reconnaissance et de réparation, qui a été mise en place, elle, par la Conférence des religieux et religieuses de France pour les victimes des membres des congrégations. Et donc il y a ce travail de reconnaissance qui se fait là depuis les instances ont été mises en place dans le principe en novembre 2021. Elles ont commencé à travailler effectivement au printemps de 2022. Ça fait 18 mois que les instances fonctionnent. Et il y a à l'heure actuelle un peu plus de 2000 demandes de reconnaissance et de réparation qui ont été faites. Alors au-delà de la reconnaissance, il y a la question de la réparation. Et dans une approche de justice restaurative et en ligne avec les recommandations de la Commission, nous avons considéré que la réparation ne devait pas exclure l'argent, mais ne pouvait pas non plus uniquement se réduire ou se limiter au versement d'une somme d'argent. Et donc il faut, à partir, je dirais, d'un récit, d'une prise de conscience des conséquences des violences sexuelles, aussi d'un barème, parce qu'à la fin, il faut tout de même un barème. Il y a une grille d'évaluation, qui est une grille d'ailleurs transversale pour l'ensemble des victimes de l'Église catholique qui a été mise en place et qui permet de tenir compte des conséquences dommageables des actes qui ont été commis. Alors c'est une grille qui, d'ailleurs, quand on voit ce que sont les réparations versées par le fonds de garantie des victimes d'infractions dont l'auteur est insolvable ou inconnu,
les réparations, le barème des réparations des instances mises en place par l'Église catholique est plus favorable que ce que fait le Fonds de garantie des victimes. Alors, le Fonds de garantie des victimes, lui, il n'a pas de barème, mais on voit bien ce que sont les indemnisations moyennes pour une agression sexuelle de nature délictuelle et d'autre part une agression criminelle. Et donc là, il y a un moment où il faut... et par exemple, vous comprenez, moi, ce que j'ai vraiment découvert, c'est, je dirais, la disproportion et l'absence de connexion entre les actes commis et les conséquences. Quand on a été formé à la rude discipline du code pénal, on se dit, bah voilà, il y a des infractions, contravention de 5e classe, le délit de puni de 3 ans, 5 ans, 10 ans, et puis après le crime. Et bon, c'est vrai que les conséquences d'un crime sont en général bien plus graves que les conséquences d'un délit, mais tout n'est pas automatique. Il faut aussi prendre en compte notamment la question des soins. Et soit dit en passant, il y a un document qui a été émis par le pape François au début du mois de mai 2020, je crois, et qui, dans les obligations de réparation, insiste sur le soin. Quand on sait ce que coûte la prise en charge psychiatrique, psychothérapeutique des victimes d'abus sexuels, là, je veux dire, face à mes détracteurs disant cette commission est complètement irresponsable, elle ne vise qu'un seul but aussi, c'est de ruiner l'Église catholique, réponse, mais prenez-vous-en au pape. Nous sommes en deçà de ses recommandations. Nous sommes en deçà de ses recommandations. J'ai oublié le titre, qui est un titre latin, bien sûr, du document en question, mais c'est saisissant. Enfin, quand on voit ça, on se dit qu'on est très, très, très en deçà d'une réparation en fait intégrale. Oui, l'idée, n'est-ce pas, qui est importante dans notre rapport, c'est qu'on dit que cette réparation ne doit pas être forfaitaire, au sens, il y a un barème et vous avez un chèque et c'est terminé. Et notamment, moi, certaines personnes m'ont dit, si l'Église catholique croit pouvoir s'en sortir en reconnaissant les faits, en nous faisant un chèque, comme ça, on aura vraiment l'impression que c'est le prix d'une passe. Non, mais il y a une... Et donc, je dirais, l'argent, enfin, de toute façon, ce préjudice, ce type de préjudice est irréparable. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il peut y avoir des compensations qui doivent tenir compte autant qu'il est possible, des dommages et des conséquences des agressions sexuelles. Et tout ça dans le cadre, effectivement, d'un barème qui, je crois, monte à 70 000, 80 000 euros. Et je pense, honnêtement, que rien de ce qui a été décidé en aval du rapport que nous avons fait, et rien d'ailleurs de nos recommandations, ne s'impose à qui que ce soit, mais que ça peut être une base de réflexion et, je dirais, de discussion pour des structures publiques ou privées qui veulent s'attaquer à ce sujet. Mais mon intime conviction, c'est qu'on ne peut pas ne rien faire. Est-ce que cette grille dont vous nous parlez, dont vous nous avez parlé, est-ce qu'elle est publique? Est-ce qu'on peut y avoir accès? Ah oui, je pense qu'elle existe, et notamment son plafond. Il y a eu quelques controverses au mois de janvier de cette année à la suite d'une émission de télévision sur
Je dirais le thème, l'Église catholique ne veut pas payer, etc., etc. Et à ce moment-là, on a parlé du plafond. Il faut demander à la présidente de l'INIR ou au président de la CRR la communication de ce document. Mais je ne pense pas que ce document ait un quelconque caractère secret. Quant à mon titre, je ne suis plus président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, je suis ancien président. La commission a remis son rapport le 5 octobre 2021, comme vous l'avez rappelé, et désormais, elle n'a plus aucune activité. Et notamment, elle n'est pas chargée du suivi de ces recommandations, et elle a pris bien soin, dans le rapport que nous avons remis le 5 octobre 2021, de dire que notre mission s'arrêtait. On s'occupe uniquement de la question, je dirais, de nos archives. Nous avons toujours un suivi parce qu'il y a des demandes d'accès à nos archives qui ont été versées aux archives nationales. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a une sorte de, je dirais, de droit moral sur ce que nous avons fait. Et de temps en temps, nous prenons collectivement position pour justifier des affirmations que nous avons faites.